une Europe en pleine mutation, secouée par des bouleversements politiques, économiques et sociaux. Un continent encore marqué par les cicatrices laissées par la Première Guerre mondiale, où le désespoir et la colère bouillonnent sous la surface. C'est dans ce contexte tumultueux qu'émerge une figure qui allait changer le cours de l'histoire. Adolf Hitler. De sa naissance obscure dans une petite ville autrichienne à son ascension fulgurante au sommet du pouvoir en Allemagne, Hitler est passé de l'ombre à la lumière en manipulant habilement les peurs et les espoirs de millions de personnes. Il adorait aller à l'opéra pour écouter Wagner. Comment un jeune homme, autrefois aspirant peintre rejeté par les académies, a-t-il pu devenir le Führer d'une des nations les plus puissantes du monde? Quels événements et influences ont transformé ce rêveur solitaire en un dictateur implacable, prêt à remodeler l'Europe à son image? Cette biographie détaillée vous plongera dans les méandres de la vie d'Hitler, explorant ses relations familiales, ses ambitions artistiques avortées, son rôle dans la Première Guerre mondiale et sa montée en puissance à travers les méandres de la politique allemande. Avant de poursuivre, merci de bien vouloir vous abonner. C'est très important pour la chaîne. 1. Naissance et jeunesse. Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville autrichienne située à la frontière avec l'Allemagne. Il était le quatrième des 6 enfants d'Alois Hitler et Clara Pölzl. Son père, Alois, était un consciencieux fonctionnaire des douanes strictes et autoritaires, ayant changé son nom de famille de Schicklgruber, celui qui creuse des puits, à Hitler, avant la naissance d'Adolf. Clara, plus jeune de 23 ans que son mari, qui est également son oncle, était décrite comme une femme douce et dévouée, surprotégeant Adolphe, surtout après la mort précoce de 3 de ses frères et sœurs. Elle est la seule personne qu'Hitler ait jamais aimée. Adolphe montrait déjà, enfant, des signes de rébellion contre l'autorité paternelle. Son père souhaitait qu'il devienne fonctionnaire, mais Adolphe rêvait d'une carrière artistique, un rêve que son père méprisait. Les tensions familiales étaient fréquentes, marquées par des disputes violentes. En 1903, la mort d'Alois permit à Adolphe de poursuivre ses ambitions artistiques plus librement. Mais sa mère mourut peu après d'un cancer du sein en 1907, le laissant orphelin à 18 ans. 2. Volonté d'être peintre. Après la mort de sa mère, Hitler se rendit à Vienne, capitale artistique de l'Empire austro-hongrois, avec l'espoir d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Cependant, il échoua à 2 reprises à l'examen d'entrée en 1907 et en 1908, ses œuvres étant jugées techniquement faibles et peu imaginatives. Il n'aimait peindre que des bâtiments ou des natures mortes. Ces échecs l'affectèrent profondément, renforçant son ressentiment envers une société qu'il percevait comme injuste et élitiste. Durant ses années à Vienne, 1908-1913, Hitler vécut une vie précaire, se sustentant en peignant des cartes postales et en faisant de petits travaux. Il passa de longs moments dans les foyers pour hommes, où il côtoyait la misère et les marginaux. C'est à cette époque qu'il commença à développer ses opinions politiques et raciales. L'antisémitisme virulent de certains cercles viennois, notamment celui de figures telles que Georg Ritter von Schönerer et Karl Lueger, le maire de Vienne, laissa une empreinte durable sur son idéologie. Sa misanthropie était déjà patente, mais elle se fit plus grande encore lors de la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel il apprit à mépriser la valeur de la vie humaine. 3. Première Guerre mondiale. En 1913, Hitler quitta Vienne pour Munich, apparemment pour échapper à la conscription militaire autrichienne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, il s'engagea volontairement dans l'armée allemande, trouvant dans la guerre une échappatoire à sa vie d'errance et une cause à laquelle se dévouer. De plus, il souhaitait rejoindre ce qu'il appelait les vrais Allemands. Il servit dans le 16e régiment de réserve de Bavière, participant à plusieurs batailles majeures sur le front occidental, dont la bataille de la Somme. Hitler se révéla un soldat courageux et dévoué, mais aussi solitaire et renfermé. Il fut blessé à 2 reprises et décoré de la Croix de fer de première classe, une distinction rare pour un caporal. Son rôle d'estafette était dangereux. En octobre 1918, alors que la Première Guerre mondiale tirait à sa fin,
Hitler se trouvait en mission sur le front occidental en Belgique. C'est là qu'il fut victime d'une attaque au gaz moutarde lors de la bataille d'Ypres. Blessé et temporairement aveugle, il fut évacué et hospitalisé à Pasewalk, un établissement situé dans le nord de l'Allemagne, non loin de la frontière polonaise actuelle. C'est à Pasewalk, en novembre 1918, qu'Hitler apprit la nouvelle de l'armistice et de la capitulation allemande. Pour un homme qui avait dédié 4 années de sa vie à la guerre, cette nouvelle fut un choc dévastateur. Hitler, comme beaucoup d'Allemands, considérait la capitulation non seulement comme une défaite militaire, mais aussi comme une trahison. La signature de l'armistice le 11 novembre 1918 marqua la fin de la guerre, mais elle laissa un sentiment d'amertume et de ressentiment parmi ceux qui avaient espéré une victoire allemande. En apprenant la capitulation, Hitler fut submergé par un sentiment de rage et de désespoir. Il écrivit plus tard dans Mein Kampf que cette période à l'hôpital de Pasewalk fut un moment déterminant de sa vie. Il prétendit avoir vécu une révélation, la conviction que son destin était de sauver l'Allemagne et de la venger de cette humiliation. La guerre fut une expérience formative, renforçant son patriotisme ardent et sa haine des ennemis internes, qu'il blâmait pour la défaite allemande. Dans Mein Kampf, voir nos vidéos sur cet ouvrage, il explique que la Grande Guerre fut pour lui le moment le plus exaltant de sa vie. 4. Antisémitisme précoce et pangermanisme. Les années viennoises furent cruciales pour le développement de l'antisémitisme de Hitler. Influencé par les théories racistes de von Schönerer et le populisme antisémite de Karl Luehr, il commença à blâmer les Juifs pour les maux de la société. L'antisémitisme de Hitler n'était pas seulement une haine personnelle, mais une idéologie qu'il rationalisait comme nécessaire pour le bien de l'Allemagne. Si les Allemands, si proches de Paris, avaient reculé puis perdu la guerre, c'était de la faute des Juifs, ennemis intérieurs. Comme les communistes, ils avaient poignardé l'Allemagne dans le dos. Parallèlement, Hitler adhérait à l'idée du pangermanisme, prônant l'unification de tous les peuples germanophones sous une seule nation. Il voyait l'Allemagne comme le cœur de cette future grande puissance destinée à dominer l'Europe. Ses idées se renforcèrent après la guerre, alors qu'il se sentait trahi par la signature du traité de Versailles et la montée du communisme en Allemagne. 5. Entrée au DAP et transformation en NSDAP. Après la guerre, Hitler retourna à Munich, où l'Allemagne vivait une période de chaos politique et économique. En septembre 1919, tout en étant informateur pour l'armée allemande, il rejoignit le Parti ouvrier allemand, une petite organisation nationaliste et anticommuniste fondée par Anton Drexler. Hitler se démarqua rapidement par ses talents oratoires et sa capacité à mobiliser les masses. Son premier discours fut « Pourquoi nous détestons les Juifs ?» En 1920, il participa à la transformation du DAP en Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, mieux connu sous le nom de Parti nazi. Sous sa direction, le parti adopta des symboles puissants, comme la croix gammée, swastika, empruntée aux hindous, et publia son programme en 25 points, qui incluait des revendications pour l'abolition du traité de Versailles, l'expulsion des Juifs et l'exclusion des non-allemands de la citoyenneté. Il força Drexler à lui céder la tête du parti. Le traité de Versailles de 1919, qui imposait des réparations économiques sévères et des restrictions militaires drastiques à l'Allemagne, fut perçu par beaucoup comme une humiliation. Hitler exploitait ce ressentiment, accusant les Juifs et les communistes de trahir la nation et d'être responsables de la défaite. Son anticommunisme virulent se renforça face à la montée des mouvements communistes en Allemagne, notamment lors de l'insurrection spartakiste en 1919. Il se lia très vite d'amitié avec Ernst Röhm, chef des corps francs, qui combattait les communistes dans les rues. 7. Putsch de la brasserie et emprisonnement. Le 8 novembre 1923, Hitler tenta de renverser le gouvernement de Weimar lors du putsch de la brasserie à Munich. Inspiré par Mussolini et sa marche sur Rome un an plus tôt, il espérait capturer Munich et déclencher une révolution nationale pour s'emparer de Berlin. Cependant, le coup d'État échoua, notamment car Ludendorff, général de la Première Guerre mondiale qui soutenait Hitler, libéra Lossow et Seisser,
qui firent tout de suite appel à l'armée. Hitler fut arrêté et jugé pour haute trahison. Condamné à 5 ans de prison, il fut incarcéré à Landsberg, mais ne purgea que 9 mois de sa peine. Pendant son emprisonnement, Hitler dicta Mein Kampf, Mon combat, à son fidèle adjoint Rudolf Hess. Cet ouvrage exposait ses idées politiques, ses ambitions pour l'Allemagne et sa haine des Juifs et des communistes. La publication de Mein Kampf contribua à la propagation de son idéologie et à l'organisation du parti nazi après sa libération. Voir nos vidéos consacrées à Mein Kampf. Dans 8. Symboles et financement. Le parti nazi utilisait des symboles puissants pour attirer et fidéliser ses partisans. La croix gammée, symbole ancien réapproprié, devint l'emblème du NSDAP. Les uniformes bruns des SA, section d'assaut, qui provenaient de casernes austro-hongroises, et les défilés paramilitaires renforçaient l'image de discipline et de force. Le financement du parti provenait de diverses sources. De riches sympathisants, tels que les industriels Fritz Thyssen et Emil Kirdorf, apportaient un soutien financier crucial. Les cotisations des membres et les bénéfices de la vente de Mein Kampf contribuaient également aux ressources du parti, permettant à Hitler de mener des campagnes de propagande efficaces. 9. Relations avec Göring, Goebbels et Röhm. Le capitaine Hermann Göring, un ancien pilote de chasse décoré, rejoignit le parti nazi en 1922. Il devint un proche confident de Hitler et joua un rôle clé dans les affaires politiques et économiques du parti. Joseph Goebbels, un propagandiste talentueux et écrivain frustré, rejoignit le parti en 1924. Il fut nommé chef de la propagande en 1930, utilisant des techniques modernes pour diffuser les idées nazies et galvaniser les masses. Ernst Röhm, chef des SA, apporta une force paramilitaire au parti, jouant un rôle crucial dans les confrontations de rue avec les communistes et autres opposants. Toutefois, ses ambitions personnelles et ses désaccords avec Hitler et d'autres leaders nazis mèneraient à sa chute en 1934. 10. La crise économique de 1929 et l'ascension du parti nazi. La crise économique mondiale de 1929 frappa durement l'Allemagne, augmentant le chômage et l'instabilité sociale. Le NSDAP, exploitant cette situation, promit de restaurer la grandeur de l'Allemagne et de fournir des emplois. Le message d'Hitler trouvait un écho puissant auprès d'une population désespérée par la pauvreté et l'incertitude. Entre 1930 et 1932, le parti nazi fit des gains électoraux spectaculaires. Lors des élections de juillet 1932, les nazis obtinrent 37,4% des voix, devenant le premier parti du Reichstag, le Parlement allemand. Bien qu'ils aient perdu quelques sièges en novembre 1932, ils restaient une force politique majeure, et Hitler exigeait la chancellerie, autrement dit de devenir Premier ministre. 11. La relation entre Hitler et sa nièce. L'affaire Jelly-Roll-Ball est l'un des épisodes les plus mystérieux et troublants de la vie personnelle d'Adolf Hitler. Angela Maria Jelly-Roll-Ball, la nièce d'Hitler, a joué un rôle complexe et controversé dans sa vie, et sa mort en 1931 a suscité de nombreuses spéculations et controverses. Jelly-Roll-Ball est née le 4 juin 1908, fille d'Angela Hitler, la demi-sœur d'Adolf Hitler, et de son mari Leo Roll-Ball. En 1925, Angela et ses enfants, dont Jelly, emménagèrent à Obersalzberg, près de Berchtesgaden, pour vivre dans la maison de montagne de Hitler. Ce dernier, alors en pleine ascension politique, devint très proche de Jelly, alors adolescente. Il prit un rôle protecteur et possessif envers elle, ce qui suscita des rumeurs sur la nature de leur relation. Hitler lui imposait de nombreuses restrictions, limitant ses contacts sociaux et surveillant ses mouvements. Malgré cette surveillance, Jelly attirait l'attention de nombreux hommes, ce qui exacerbait la jalousie d'Hitler. Le 18 septembre 1931, Jelly-Roll-Ball fut retrouvée morte dans l'appartement de Hitler à Munich, une balle dans le cœur, tirée avec le revolver de son oncle. La mort de Jelly eut un impact profond sur Hitler. Il fut profondément affecté et entra dans une période de dépression. Certains de ses proches, comme Heinrich Hoffmann, son photographe personnel, rapportèrent qu'il était inconsolable et passa des jours enfermé dans son appartement. C'est la raison pour laquelle il lui présenta son assistance, Eva Braun, sa future maîtresse l'ombre. 12. Nomination de chancelier par Hindenburg. Sous la pression de l'élite politique et industrielle,
le président Paul von Hindenburg nomma Hitler, qui surnommait ironiquement le caporal bohémien, chancelier le 30 janvier 1933. Il avait pourtant juré devant Dieu qu'il ne s'abaisserait jamais à faire cela. Les conservateurs pensaient pouvoir contrôler Hitler et utiliser sa popularité pour stabiliser le pays. Cependant, Hitler manœuvra rapidement pour consolider son pouvoir et éliminer ses rivaux. Les SA et les SS firent une marche au flambeau autour de la chancellerie pendant des heures pour saluer l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il chercha à consolider son pouvoir et à éliminer toute opposition. Incendie du Reichstag et loi habilitante. Dans la nuit du 27 février 1933, le bâtiment du Reichstag, siège du Parlement allemand à Berlin, fut ravagé par un incendie. Les pompiers arrivèrent rapidement sur les lieux, mais le feu avait déjà causé des dommages considérables. À l'intérieur du bâtiment, la police trouva Van der Lubbe, un communiste néerlandais, en état de confusion. Van der Lubbe avoua être l'auteur de l'incendie. Hitler et son ministre de l'Intérieur, Göring, se rendirent immédiatement sur place. Hitler affirma que l'incendie était le signe d'une insurrection communiste imminente. Il utilisa cet événement pour convaincre le président Hindenburg de signer le décret de l'incendie du Reichstag le 28 février 1933. Ce décret suspendait les droits fondamentaux des citoyens et permettait des mesures draconiennes pour la protection de l'État. Le décret de l'incendie du Reichstag suspendait les libertés civiles, telles que la liberté de presse, la liberté de réunion et la confidentialité des communications. Il permettait également des arrestations sans motif, des perquisitions sans mandat et la censure de la presse. Ce décret marqua le début de la fin de la démocratie en Allemagne et ouvrit la voie à la dictature nazie. Utilisant le décret, le régime nazi lança une vague d'arrestations massives. Des milliers de membres du Parti communiste allemand, KPD, et d'autres opposants politiques furent arrêtés. Le Parti communiste fut rapidement interdit et ses députés furent empêchés de siéger au Reichstag, affaiblissant considérablement l'opposition à Hitler. Le 23 mars 1933, Hitler proposa la loi habilitante au Reichstag, permettant au gouvernement de promulguer des lois sans l'approbation parlementaire, y compris des lois modifiant la Constitution. Pour faire passer cette loi, une majorité des 2/3 était nécessaire. Utilisant la terreur et les tactiques d'intimidation, Hitler obtint le soutien des députés du Centre catholique et d'autres partis conservateurs. La session se tint sous une forte présence des SA, section d'assaut, et des SS, Schutzstaffel. La loi fut adoptée avec 444 voix pour et seulement 84 voix contre, toutes provenant des députés sociaux-démocrates. Avec la loi habilitante, Hitler et le NSDAP obtenaient les pleins pouvoirs, marquant la fin de la République de Weimar et l'établissement du régime nazi. Conclusion. L'ascension d'Adolf Hitler, de ses humbles débuts à la position de maître absolu de l'Allemagne, est un récit fascinant et terrifiant de la manière dont un individu peut exploiter les circonstances pour réaliser des ambitions inimaginables. Né dans une petite ville autrichienne, rien dans l'enfance et la jeunesse de Hitler ne laissait présager qu'il deviendrait le dictateur que l'on connaît. En moins d'une décennie, Hitler, un homme sans véritable passé politique ni statut social, était devenu le Führer d'une nation puissante. Sa capacité à manipuler les masses, à utiliser la propagande et à éliminer ses opposants avec une brutalité impitoyable transformèrent l'Allemagne en un État totalitaire, prêt à mener une guerre de conquête et de destruction.